La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Merci de nous y rejoindre. Voici les titres de cette édition. Le développement de tout pays nécessite des fonds et souvent de l'aide en ce qui concerne les pays en développement. Et ce sont les stratégies de mobilisation de cette aide que découvrent depuis hier les cadres de la direction générale en charge de cette action dans notre pays. Les conséquences de la crise politique sur l'économie togolaise étaient au cœur des échanges entre les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et les membres de la coalition des 14 partis de l'opposition cet après-midi. Pour les opérateurs économiques togolais, il urge de trouver une issue à cette situation. Et puis, ce 13 juin, la cause des milliers d'albinos dans le monde est encore plaidée. Au Togo, il était question de rappeler que ces hommes et femmes, malgré l'absence de pigmentation de leur peau, sont des personnes à part entière. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Faure Sozimna Nyazingbe. L'essentiel de ce conseil avec le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, Octave Nikwe Broum. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 13 juin 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 13 juin 2018 au palais de la présidente de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozimna Nyazingbe, président de la République. Le Conseil a examiné 4 projets de loi et adopté un décret. Écoutez 2 communications et suivi des divers. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi examiné par le Conseil est relatif au crédit bail dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Le crédit bail est une technique contractuelle par laquelle une institution financière loue un bien immobilier ou mobilier, corporel ou incorporel, à un client qui dispose du droit d'usage sur le bien loué, paie les loyers pour une durée déterminée avec l'intention d'acquérir le bien à un prix fixé d'avance entre les parties, tenant compte, ou au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyer. Le contexte économique actuel des États membres de l'UMOA fait ressortir la nécessité
de diversifier les instruments de financement des petites et moyennes entreprises, PME. Ainsi, le crédit bail, qui a des effets d'entraînement sur les autres produits financiers tels que le capital risque, la facturage et les crédits bancaires, constitue un instrument important de financement de cette catégorie d'entreprises. Ce présent projet de loi a donc pour objectif de promouvoir le crédit bail, qui est un facteur primordial dans le processus de développement économique dans les pays de l'UMOA et particulièrement au Togo. Le second projet de loi examiné par le Conseil autorise la ratification du protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, protocole de Montréal. Le protocole portant amendement de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs a été signé le 4 avril 2014 à Montréal, au Canada. Il amende la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, Convention de Tokyo de 1963. En vertu du dit protocole, l'État compétent pour connaître des infractions commises et actes accomplis à bord de l'aéronef est non seulement l'État d'immatriculation de celui-ci, mais aussi l'État d'atterrissage et l'État d'exploitation. Le présent projet de loi permettra à notre pays d'exercer sa compétence à l'égard des auteurs des comportements ou actes indisciplinés commis à bord d'aéronefs. La ratification du protocole de Montréal offrira également un cadre indispensable au renforcement de la sécurité des aéronefs, des passagers et des biens. Le troisième projet de loi examiné par le Conseil autorise la ratification du traité relatif aux autorités africaines et malgaches de l'aviation civile AMAC. Le traité relatif aux autorités africaines et malgaches de l'aviation civile AMAC a été signé le 20 janvier 2012 à N'Djamena. Il vise à établir et maintenir un niveau régional uniforme de sécurité acceptable, aider les parties à remplir leurs obligations au titre de la Convention de Chicago, promouvoir l'efficacité et l'uniformité dans le processus réglementaire et de certification de façon à éviter la multiplication des certifications. Dans le préambule de ce traité, les parties réaffirment la nécessité de coopérer en vue de se conformer aux normes et pratiques de
l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Le protocole annexé au traité se réfère aux privilèges, immunités et facilités que les parties sont tenues d'accorder aux biens, fonds, avoirs et aux opérations ainsi qu'au personnel des AMAC. Le présent projet de loi permettra à notre pays de renforcer la coopération avec les autres États membres des AMAC en matière de sécurité aérienne. La ratification de cet traité permettra également au Togo d'avoir un référentiel réglementaire conforme aux prescriptions de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à SECNA. Le quatrième projet de loi examiné par le Conseil autorise l'adhésion à l'accord portant création de la Banque africaine d'import-export, Afrique-Bank, signé à Abidjan le 8 mai 1993. L'accord portant création de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, a été signé le 8 mai 1993 à Abidjan par les pays africains dans le souci de faire face aux différents facteurs qui entravent le commerce extérieur africain, notamment la détérioration des termes de l'échange, la baisse des prix des exportations, l'alourdissement de la dette extérieure et l'inadéquation des moyens de financement. Elle a pour but de promouvoir et de développer les échanges commerciaux sud-sud, d'une part entre pays africains et d'autre part entre pays africains et autres pays. En effet, ces différents facteurs, en l'occurrence la baisse des exportations africaines, ont sans doute des incidences sur les économies des États africains. Face à cette situation, le meilleur moyen d'atteindre l'objectif de promotion et d'expansion des échanges commerciaux intra- et extra-africains est de créer une situation internationale de financement des échanges. Ainsi, la création d'Afreximbank, qui est une institution financière multilatérale, vise à faciliter, financer et développer les échanges commerciaux entre les pays africains ainsi qu'avec le reste du monde. L'adhésion de notre pays à cet accord lui permettra de participer à l'actionnariat de la banque et de bénéficier de ses concours financiers. Au titre des décrets, le décret adopté par le Conseil porte fixation du taux d'intérêt légal. Conformément à la loi uniforme numéro 2014-021 du 20 novembre 2014 relative au taux de l'intérêt légal dans les pays de l'UMOA, les intérêts légaux représentent l'indemnité due aux créanciers à titre de dommages et intérêts moratoires par le débiteur d'un engagement qui s'acquitte avec retard de l'exécution de celui-ci, à défaut d'un auto préalablement fixé par les parties
le calcul du montant de la réparation en cas d'exécution tardive. Ainsi, l'article 2 de la loi subventionnée dispose que, je cite, le taux de l'intérêt légal est en toute matière fixé par décret à l'initiative du ministre chargé des Finances pour la durée de l'année civile. Il est pour l'année considérée égal à la moyenne des taux maximum de refinancement applicables au concours octroyé par la BCEAO au cours de l'année civile précédente, pondérée par les durées correspondantes. Fin de citation. Ainsi, au titre de l'année civile 2018, le taux de l'intérêt légal communiqué par la BCEAO est fixé à 4,5%. Au titre des communications, la première communication écoutée par le Conseil est relative au projet Galilée. Le projet Galilée, qui cible exclusivement un public estudiantin, vise à apporter aux universités et aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche une réponse globale et adaptée aux besoins des enseignants, des chercheurs et des étudiants dans la perspective de l'amélioration de l'enseignement et de la recherche dans notre pays. Il répond en outre aux préoccupations sociales du quinquennat et entend contribuer au développement national dans le cadre de la stratégie d'émergence en cours et dans le respect des objectifs du développement, notamment l'objectif 4 relié au secteur de l'éducation et de l'apprentissage tout au long de la vie. Le Conseil salue l'initiative de ce projet qui permettra de créer de bonnes conditions d'apprentissage pour les étudiants par la mise à disposition de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Conseil recommande aux ministres et aux partenaires du secteur privé impliqués dans le projet de prendre toutes les dispositions idoines pour actualiser les données nécessaires à la bonne exécution du projet Galilée. La deuxième communication suivie par le Conseil est relative au projet d'élaboration et d'exécution du plan d'aménagement et d'urbanisme de la zone située au sud-ouest de la préfecture d'Aguenivé. L'extension spatiale des principales agglomérations dans notre pays s'opère au mépris de l'éthique urbanistique et des plans d'urbanisme, induisant un développement spatial peu harmonieux et des conditions de vie difficiles pour la grande partie de la population. Dès lors, l'adoption du Code foncier et domanial vise à résoudre les conflits fonciers que vivent nos concitoyens et à servir d'instrument pour le développement économique de notre pays et à garantir les investissements nationaux et étrangers. Le Conseil des ministres a demandé qu'une vaste campagne d'information et de sensibilisation soit menée sur le Code foncier et domanial afin d'amener les populations à s'approprier le contenu du dit code. Au titre des divers,
le ministre des Infrastructures et des Transports a rendu compte au Conseil de l'effondrement d'un pan d'un immeuble situé dans les alentours du Grand Marché à Dawato de Lomé, occasionnant 3 morts et 18 blessés le 1er juin 2018. À l'analyse des informations fournies par des professionnels de génie civil sur cette situation, des mesures rigoureuses et appropriées relatives au contrôle des permis de construire seront intensifiées afin de mieux garantir la sécurité de nos populations. Ensuite, le ministre de l'Action sociale a rendu compte au Conseil que depuis le 1er juin 2018, les cantons de Kantaba et Kouliekou, préfecture de Dampé, ont connu un afflux de personnes déplacées en provenance du Ghana. Au total, 1824, dont plusieurs femmes et enfants. Ce mouvement de population vers notre pays est dû à des affrontements consécutifs à un litige foncier entre Konkomba et Tchokosi du Ghana. La plupart des personnes déplacées ont été hébergées dans les familles d'accueil. Les autres ont été installés sous des tentes dans 5 villages de ces 2 cantons. Le gouvernement est intervenu à travers les ministres chargés de la santé, de la sécurité et de l'action sociale pour assister les personnes déplacées en médicaments, vivres et non-vivres. En outre, le gouvernement a sollicité l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés, HCR, qui a répondu positivement en prenant en charge les premiers secours. Fait à Lomé le 13 juin 2018, le Conseil des ministres. Ce fait, à présent, les réserves administratives sont souvent occupées d'une manière anarchique et vendues d'autres fois par des personnes malhonnêtes, ce qui crée souvent un conflit ouvert entre l'administration publique et les occupants illicites. Le nouveau code sur le foncier fait état comprend justement des dispositions qui permettent dorénavant d'éviter ces occupations anarchiques et vente des réserves administratives. Et le Conseil des ministres en a fait cas. Les types de réserves administratives qui existent et les nouvelles dispositions qui les protègent, c'est dans ce dossier signé Luc Assis. En début du mois de juin 2018, l'Assemblée nationale togolaise votait le nouveau code sur le foncier en remplacement de celui de 1926. Un nouveau code qui intègre de nouvelles dispositions visant à éviter et à bannir les litiges relatifs à l'acquisition d'une parcelle de terre ou d'un immeuble. Le cas des réserves administratives occupées anarchiquement par les populations ou vendues illégalement est aussi évoqué dans ce code. Il établit l'existence de plusieurs types de réserves regroupées en 2 catégories, notamment les réserves dites spéciales et celles d'équipement. Les aires protégées, par exemple, sont des réserves administratives par excellence. Si vous rentrez dans une réserve de faune ou bien une réserve de forêt classée, vous en faites propriété, vous êtes en porte-à-faux avec la loi, puisque c'est un domaine de l'État, c'est classé, donc vous ne pourrez pas l'avoir. Ça, c'est une réserve administrative.
Il y a ce que nous appelons aussi les réserves administratives pour des équipements sociaux collectifs, c'est-à-dire construire des hôpitaux, des marchés publics, des terrains de jeu, ou bien des écoles. Ce sont des réserves administratives d'équipement. Alors là, ces réserves administratives obéissent à des règlements spécifiques. Lorsque vous occupez ça, ça veut dire que vous portez atteinte à un bien de l'État. Ce qui appartient à tout le monde, vous-même, vous seul, vous voulez vous en accaparer. Alors, ce n'est pas seulement l'administration qui sera en face de vous, mais c'est toute la population. Le code foncier est clair là-dessus. Étant donné que ces réserves administratives d'équipement obéissent à des règles de gestion spéciale, la règle dit, lorsque vous l'occupez, on vous fait une sommation vous disant que vous occupez illégalement un bien public et que vous devez prendre les dispositions dans un délai donné pour déguerpir. Si malgré ces dispositions ou bien cette sommation, vous continuez, ça veut dire que vous défiez l'État ou bien. Alors là, l'État doit prendre ses responsabilités, on prend les dispositions et on vous fait déguerpir. Les réserves dites spéciales sont aussi dérobées et vendues à l'insu de l'administration publique. Une fois le constat fait par cette dernière, une procédure de régularisation est déclenchée à l'endroit de l'acquéreur s'il n'était pas au courant avant l'achat et s'il présente une bonne moralité. Il y a des gens de bonne foi à qui on vend des réserves administratives, c'est-à-dire des réserves administratives spéciales. Si ce n'est pas réserve administrative d'équipement, on dit que c'est une réserve administrative spéciale. C'est-à-dire quoi? Ce sont des réserves foncières que l'État même se garantit, se dote pour pouvoir régler les problèmes d'expropriation plus tard. Lorsqu'on vous fait quitter un lieu, l'État a le devoir de vous reloger, etc. Ce sont des réserves administratives aussi. Mais il arrive que les gens de mauvaise aloi vendent à des gens de bonne foi ces réserves-là. Si l'État constate cela, le nouveau code dit qu'il y a des procédures de régularisation des occupations de fait. Il constatera par l'entremise donc du maire et de tous ceux qui vivent dans le milieu que vous êtes de bonne foi. Vous ne l'avez pas occupé pour pénaliser toute la population d'un bien public. En ce moment-là, le maire prend des dispositions pour vous rétablir dans les droits. On vous délivre un titre foncier qui pourra donc vous permettre de vivre tranquillement là-bas. Je répète, il s'agit des réserves administratives spéciales et non des réserves d'équipement. Si vous occupez des réserves d'équipement qui sont peut-être destinées à construire une école publique ou une maternelle, vous privez alors le milieu d'avoir une école maternelle ou une école publique. Et ça, c'est un délit. Le nouveau code sur le foncier impose également l'établissement d'un répertoire foncier numérique du territoire et l'immatriculation d'une parcelle de terrain avant sa mise en vente. Avec cette norme, toutes les parcelles seront bien définies avec le propriétaire connu de tous et possédant les papiers requis. Ceci permettra à coup sûr de supplanter le problème de vente des réserves administratives. Les cadres de la Direction générale de la mobilisation de l'aide et du partenariat du département de la planification et du développement sont en formation depuis hier à Lomé et se forment jusqu'au 15 juin prochain sur les techniques de négociation, de plaidoyer afin d'être à même de mobiliser des ressources externes et internes pour le développement du Togo. Une initiative du programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'État pour le développement durable appuyé par le PNUD. Des précisions avec Samuel Degbé et Clarisse Atikle.
Les difficultés de mobilisation des ressources financières tant au niveau national qu'international deviennent de plus en plus récurrentes. Les ressources sont rares de nos jours et des stratégies novatrices s'imposent. Le ministère de la Planification et du Développement a donc choisi de former ses cadres, notamment ceux de la Direction générale de la mobilisation de l'aide et du partenariat, sur les outils et techniques de négociation, de plaidoyer et de mobilisation des ressources. Pour aller vers les partenaires aujourd'hui, on ne va pas au hasard, on va avec des outils que l'on maîtrise. Parce que les négociations aujourd'hui sont devenues une technique. Si vous ne maîtrisez pas les outils, vous ne pourrez pas donc aller à la recherche des financements. Si vous n'êtes pas un expert, vous ne pourrez pas discuter, négocier efficacement pour convaincre les partenaires de venir chez vous, parce que c'est tous les pays qui vont sur la scène internationale mobiliser les ressources. Si le Togo veut y aller et obtenir de bons résultats, il faut que, en son sein, il y ait des experts qui puissent tenir les dossiers, les défendre et les faire accepter par les partenaires qui viendront donc financer toutes les actions que nous aurons retenues dans le plan national de développement. Il s'agira surtout d'une formation pratique basée essentiellement sur le document de la stratégie de mobilisation des ressources et du partenariat. L'initiative est saluée par le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, qui l'a appuyé financièrement à travers le programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'État pour le développement durable. Que faire pour allier la communication digitale et la promotion de ces services? Eh bien, la question a réuni les opérateurs économiques ce matin pour le rendez-vous mensuel du mercredi de l'entrepreneur. On parle là de web marketing. Sonia Ménico nous en dit plus. Vendre et promouvoir ses produits et services en ligne, la technique s'appelle web marketing, un moyen de communication digitale qui nécessite la maîtrise des techniques informatiques et d'applications appropriées. Cependant, ils sont très peu les opérateurs économiques des petites et moyennes entreprises à utiliser ce moyen de communication. À ce rendez-vous de mercredi de l'entrepreneur, les promoteurs PME, PMI sont à la recherche de ce savoir pour améliorer la communication de vente de leurs entreprises. L'objectif de cette formation, c'est montrer aux participants les domaines de compétences qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut mettre en place une stratégie orientée sur le web marketing. Et c'est de leur montrer également comment, avec leurs entreprises et dans le contexte local, mettre en place différents outils. Tous les outils ne sont pas adaptés à notre environnement. La grande préoccupation sera donc d'adapter ces outils-là à notre environnement local, de sorte à ce que les entrepreneurs, en les mettant en pratique, ne fassent pas juste une course à la mise en place de la technologie, mais une course à la technologie qui sert véritablement les intérêts de l'entreprise et de la clientèle. Aujourd'hui, le constat est clair. Les réseaux sociaux et les plateformes connectées offrent une grande visibilité aux entreprises. Et l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement NPGF veut, à travers cette formation, permettre à ces opérateurs économiques de comprendre l'importance et les impératifs de la transformation digitale de l'entreprise pour une communication réussie. Ce que nous espérons des participants au sortir de cette formation, c'est d'abord qu'ils puissent augmenter leur horizon en termes de communication digitale, en allant vers d'autres plateformes, notamment le Twitter, le YouTube. Lorsque c'est bien utilisé, cette communication digitale leur permettra de faire par exemple des études de marché. Ça leur permettra également de faire une étude de satisfaction auprès de leurs clients, de savoir ce qu'ils apprécient, ce qu'ils n'aiment pas, et donc d'adapter leurs produits. Et cette
communication aussi leur permettra, lorsque c'est bien utilisé, d'augmenter leur chiffre d'affaires. La vision de l'ANPGF est de doter ces chefs d'entreprise des éléments de base pour comprendre et concevoir une stratégie de communication digitale afin de posséder un panorama d'outils propres au web marketing. Pour mettre en place l'Office togolais des recettes OTR face aux chefs d'entreprise et comptables des PME hier mardi à Lomé. Objectif, les instruire sur les droits et obligations des entreprises et les avantages en matière fiscale et douanière. Viviane Souvi, Sonia Aménico. Ils sont des chefs d'entreprise et des comptables appelés à cette formation sur la présentation de la fiscalité des entreprises au Togo. Une initiative de l'Office togolais des recettes OTR pour se rapprocher davantage de ses partenaires. Une stratégie pour vulgariser le guide fiscal afin d'amener les participants à comprendre leurs droits et devoirs et leurs avantages en matière fiscale et douanière. Il faudrait qu'on rencontre de temps en temps les PME qui sont vraiment le vivier de l'économie togolaise pour les former, les informer et puis les mettre à niveau pour qu'elles puissent mettre en œuvre les droits et les obligations qui sont attachés à leurs conditions. Si ils sont au courant de leurs droits, ils peuvent facilement appliquer la loi puisque notre système est déclaratif. La loi leur permet de faire tout eux-mêmes. Donc il faut connaître les dispositions pour ne pas tomber dans les infractions, pour qu'ils sachent calculer eux-mêmes leurs impôts. Et chaque mois, ils font leur déclaration. Donc, d'eux-mêmes. Donc, notre rôle sera seulement de contrôler et de recouvrer. Les chefs et comptables des petites et moyennes entreprises ont trouvé bénéfique cette formation. Une rencontre qui leur permet de disposer des informations nécessaires pour mener à bien leurs activités. Je trouve ces occasions vraiment opportunes pour renforcer la capacité des sociétés à connaître beaucoup plus le domaine de la fiscalité et à rapprocher le contribuable de plus en plus vers l'administration fiscale pour créer un climat de partenariat entre l'administration fiscale et le contribuable. Si on déclare bien la TVA, ça va nous permettre de bien cheminer ensemble avec le TR. J'ai apprécié bien cette formation. Si on peut faire ça régulièrement chaque année, ça va permettre tout le monde à être bien avec l'Office togolais des recettes. L'Office togolais des recettes, OTR, à travers ces formations, veut faciliter le contact avec les contribuables afin de les amener à un consentement volontaire à l'impôt, mais également à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et parlons toujours de l'économie, je vous le disais en titre, le constat est général. La crise politique que traverse notre pays a des répercussions sur les activités économiques. Et cet après-midi, les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo ont tenu à le signifier à la coalition des 14 partis de l'opposition. L'objectif visé est de leur faire prendre conscience de l'urgence d'une sortie de crise. Eli Nyandao Agba et Chaznam Baga. Cette rencontre entre la coalition des 14 partis de l'opposition et les responsables de la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo, CCIT, fait suite aux résultats de l'enquête sur l'impact de la crise sociopolitique sur les activités des entreprises. Publiée en avril 2018, cette étude révèle que ce sont 11,14
93% des 912 entreprises objets de cette étude a connu une baisse drastique de leur chiffre d'affaires de 25 à 50% au second semestre 2017. Cette contre-performance a amené le président de la CCIT à attirer l'attention du gouvernement et de la coalition des 14 partis de l'opposition sur l'impérieuse nécessité de trouver une solution à la crise. C'est en réaction à cette sortie que la coalition a pris langue avec les responsables de la Chambre. Les responsables de la coalition ont expliqué leur démarche tout en se disant disposés à une solution durable à la crise. Nous avons pris connaissance des résultats de l'enquête, mais nous avons fait observer quand même que, au-delà de cette crise sociopolitique, il y a des facteurs structurels sur lesquels il faut agir pour que le secteur privé se porte mieux. Et c'est un peu aussi le sens du combat que mène la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Nous avons expliqué qu'il y a des causes profondes qui sont à la base de cette crise que nous traversons et que notre souhait, c'est de faire en sorte que des solutions durables soient trouvées pour que la crise ne surgisse pas à nouveau d'ici quelques années. Nous avons compris tout à fait les problèmes du secteur privé et avec les collègues, nous avons exprimé aussi ce souhait qu'on trouve des solutions le plus rapidement et que le problème ne se pose pas seulement en termes de mettre de l'eau dans son vin, mais trouver des solutions durables qui arrangent le pays. En tant que créateur de richesses et pourvoyeur d'emplois, le secteur privé est le moteur de l'économie togolaise, a indiqué le président de la CCIT. Voilà pourquoi il plaide pour une résolution rapide de la crise afin de relancer les activités économiques dans le pays. Nous pouvons être satisfaits du fait que toutes les parties prenantes s'accordent à dire que nous devons tout faire pour trouver une issue positive à cette crise sociopolitique et que le dialogue doit être privilégié. Nous portons comme doléance à l'endroit de la coalition des 14 partis politiques de faire en sorte que la calmie que nous avons constatée au niveau des marches, que cette accalmie perdure et permette au secteur privé de pouvoir encore sortir de ces problèmes. Je sais que dans un bref avenir, la coalition des 14 partis politiques va atténuer cette situation pour permettre à l'économie togolaise d'aller de l'avant. Le président de la CCIT a remercié les responsables de la coalition des 14 partis de l'opposition pour leur démarche. Cette photo de famille témoigne de la convivialité qui a régné au cours des échanges. Santé à présent, sachez que du 16 au 30 juin prochain, le Togo bénéficiera de l'expertise des médecins et chirurgiens égyptiens à travers une mission sanitaire qui séjourne déjà dans notre pays. En plus des opérations chirurgicales, des séances de formation et de sensibilisation sur le VIH-Sida et les soins d'urgence seront organisés. Plus de détails sur cette mission médicale égyptienne dans ce reportage de Luc Assi. Les médecins et
chirurgiens de l'église copte orthodoxe posent de nouveau leurs valises au Togo pour une mission médicale égyptienne. Programmée du 16 au 30 juin prochain, cette 4e mission médicale égyptienne prévoit plusieurs activités, notamment des consultations, des camps chirurgicaux et une conférence sur les soins d'urgence et la lutte contre le VIH-Sida. Kara, Palimé et Vaughan sont les 3 villes de l'intérieur du pays retenues pour la mission et seulement l'Erni et le Goitre feront l'objet d'une prise en charge. Le mission du Kara, on va préciser avec le dermatologue et le ORL et tête et cou chirurgien. C'est pour les goitres, le parotide glande. Pour Palémé, on va pour chirurgie générale et ORL et tête et cou chirurgien et traumatologue. Ce sera une mission chirurgicale avec plusieurs cas. Pour le chirurgien général, c'est pour le hernie et le goitre avec le ORL. Pour le traumatologue, on essaye d'avoir les cas de fixation interne et externe. C'est après un accident comme ça, les os se mal unis. On va le couper et le faire déposer dans normal cas. Les médecins et chirurgiens de la mission travailleront en synergie avec leurs confrères togolais pour un partage d'expérience. La tenue de cette mission traduit l'excellence des relations d'amitié qui existent entre la République arabe d'Égypte et le Togo. Il y avait beaucoup de médecins togolais qui sont allés en Égypte pour l'échange d'expérience. La mission va arriver le 16. On va faire des opérations au prison de Lomé, c'est prévu. Et aussi, on va visiter des villages à côté de Lomé. Il faut se le dire qu'il y aura aussi des opérations au Bourbon. Kara, il y aura une mission à Kara pour faire des opérations, mais aussi de faire des consultations. Ils vont rester là-bas 4 jours, 5 jours. Palémé, avec l'hôpital de Palémé, 5 jours. Ici à Lomé, il y aura aussi de coopération avec les institutions togolais. Environ 200 opérations chirurgicales sont attendues de la 4e mission médicale égyptienne. D'ores et déjà, une 5e mission est attendue pour le mois de novembre prochain à Lomé. Et pour poursuivre ce communiqué de la Commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse. Le président de la Commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse a le plaisir de porter à la connaissance des organisations professionnelles de la presse le démarrage prochain du processus de sélection des bénéficiaires de l'aide de l'État à la presse pour l'exercice 2017 qui couvre la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. À cet effet, il invite les responsables des organisations patronales et syndicales de la presse, ceux des associations de professionnels de la presse, ainsi que les directeurs de publications de radio et de télévision à une réunion d'information qui aura lieu mardi 19 juin 2018 à 9h30 au siège de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Les échanges porteront notamment sur les modalités d'accès de l'aide de l'État à la presse exercice 2018, la publication du rapport de gestion de l'État à la presse exercice 2016. La présence de tous à cette unique rencontre d'information sur les modalités d'accès de l'aide est vivement recommandée. La Coupe
du Monde Russie 2018 démarre exactement dans 24 heures demain. Une fête du ballon rond qui ne laisse indifférent aucun média, en l'occurrence la télévision togolaise, qui est toujours au cœur de grands événements. Et pour vous permettre de vivre le mondial comme si vous y étiez, la TVT bouscule ses programmes. Ulrich Amega, Rachel Aoukou. Demain s'ouvre la compétition la plus prestigieuse et la plus suivie au monde. Une fête du football mondial retransmise en direct et de bout en bout par la télévision togolaise. Une manière pour la chaîne mère d'être au cœur de ce grand événement et de satisfaire ses fidèles téléspectateurs et surtout les supporters des 5 pays africains en compétition. Des changements dans les programmes s'imposent donc. Bientôt serait la fête du football mondial. Elle retransmettra en direct une trentaine de rencontres. Et l'accent sera surtout mis sur les rencontres des pays africains. Dans ce sens, on verra un réaménagement des heures de passage de certaines émissions, tout comme les journaux télévisés. Mais c'est quand il y a un match à l'heure du passage du journal que le journal on sera obligé de diffuser le journal à la fin du match. Ici, à la division des sports de la télévision togolaise, les équipes sont à pied d'œuvre pour faire vivre aux amoureux du ballon rond des moments inoubliables à travers plusieurs programmes. L'État togolais, par le tissement du ministère en charge des sports, a acquis les droits de cette Coupe du Monde au profit de la télévision togolaise. C'est déjà une chose à saluer. La télévision togolaise a l'exclusivité de la retransmission en direct des matchs sur l'étendue du territoire national. Tous les matchs des pays africains sont privilégiés puisque nous sommes des États africains, donc on aura tous les matchs des pays africains, plus les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Donc il y aura 32 matchs en direct et les autres matchs seront différés donc à loisir selon nos programmes. Nous serons en veille pour offrir donc cette Coupe du Monde au peuple togolais avec des émissions spéciales, des jeux pronostics. On invitera par moment des centres de formation pour venir sur la Coupe du Monde avec nous. Et puis il y aura des émissions également d'entre de trucs comme je l'ai dit, et certaines émissions, nous aurons des plateaux d'avant-match, des plateaux à la mi-temps et des plateaux à la fin du match. Et nous donnons beaucoup de plages publicitaires aux partenaires et au plan national comme ceux qui nous accompagnent au plan international. Du 14 juin au 15 juillet, 32 équipes vont s'affronter pour succéder à l'Allemagne, vainqueur de l'édition précédente. Rendez-vous donc demain pour la cérémonie d'ouverture suivie du match d'ouverture en direct sur la télévision togolaise. Et puis les participants à cette grande messe du football sont tous arrivés en Russie. C'est les ambassadeurs africains à cet événement mondial sont également déjà sur place. Il s'agit des joueurs du Nigeria, de l'Égypte, de la Tunisie, du Sénégal et du Maroc. Et vous avez vu donc les images de l'arrivée de certains joueurs sur la terre, en terre russe. Et parlons justement du Maroc. Sachez que le royaume chérifien n'a pas été désigné pour organiser le mondial 2026. C'est plutôt le trio États-Unis, Canada et Mexique
qui l'organisera. Et voilà, c'est sur cette information de football que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.